Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée de poésie et chansons en Sorbonne. Merci d'être venus malgré les inondations, les pieds dans l'eau, etc. Et vous allez avoir un programme de nouveau assez varié aujourd'hui. On va commencer par Poésie en liberté, je vous en dirai quelques mots juste après. Puis ensuite, ce sera la jeune artiste Laura Flane qui va vous présenter en exclusivité des extraits de son nouvel album qui est tout prêt à paraître, mais elle en a quelques exemplaires ici aujourd'hui. Et puis ensuite, ce sera Brigitte Fossé, Pierre Fesquet, Étienne Champollion autour de Victor Hugo, à la recherche de Victor Hugo, un spectacle sous le regard de Stéphanie Tesson. Évidemment, après la soirée, vous pourrez, si vous le souhaitez, venir ici acheter les livres ou les disques des uns ou des autres. Tout sera disponible, mais ici, sur la scène, on enlèvera tout ce qui concernait le spectacle et puis on gardera les livres, les disques, pour si vous voulez venir et aussi rencontrer les uns et les autres. Alors, la première séquence d'aujourd'hui, c'est un peu une mise en avant du concours Poésie en liberté à 20 ans. C'est un concours international de poésie pour les lycéens, les étudiants et les apprentis de 15 à 25 ans. Concours en français, mais concours international, c'est-à-dire qu'il y a des lauréats de tous les pays classés par catégorie. Aujourd'hui, vous allez entendre en fait des membres du jury qui vont vous dire des poèmes de lauréats. Poésie en liberté, c'est un poète différent chaque année qui est le président du jury. On a deux de nos présidents de jury ce soir d'ailleurs, Laurence Bouvet et André Prodhomme, qui ont été présidents de jury ces dernières années. En 2017, c'était Colette Nice-Mazur. En 2018, ce sera Étienne Orsini. Et ce jury présidé par un poète est composé de jeunes de 15 à 25 ans également, qui décident d'un palmarès. 70 pays à peu près chaque année, 4000 poèmes à peu près également chaque année, et ensuite une sélection. L'idée aujourd'hui, c'était de faire venir quelques jurés, quelques anciens jurés des dernières années, et on leur a donné le livre 2017, et ils ont choisi le poème qu'ils ont eu envie de dire parmi les poèmes retenus pour 2017. Tous les poèmes qui sont retenus par le jury, ceux qui sont primés et ceux qui sont sélectionnés, ce qui fait une centaine à peu près sur 4000 poèmes reçus, sont publiés chaque année aux éditions Bruno Doucet. Le livre sort en novembre de chaque année, donc là c'est le livre de novembre 2017, le jury ayant lieu au mois de mai-juin. Alors, 15-25 ans, anonyme, et cette année on a eu une surprise. On a eu une surprise parce que l'un des poèmes qui avait gagné un premier prix, on s'est aperçu en décachetant les enveloppes que finalement, oui je dis on parce que moi je suis directeur artistique de Poésie en liberté, donc je suis aussi un peu concerné par tout ça. Donc on s'est aperçu qu'une des lauréates avait 12 ans. Et c'était embêtant parce qu'elle avait gagné un premier prix. Donc techniquement, on n'a pas le droit d'attribuer un premier prix dans le règlement à quelqu'un qui n'a pas au minimum 15 ans. Mais en même temps, on a trouvé dommage, et surtout le jury a trouvé dommage, de se priver de ce poème. On lui a donné, donc le jury a décidé de lui donner le grand prix du jury. Voilà, un prix spécial qui a été créé pour ce poème spécial. Donc l'auteur de ce poème s'appelle Louise Alsenbaum. Celui-ci, je vais le lire, et puis ensuite, je laisserai la place aux lauréats qui viendront l'un après l'autre dire le poème qu'ils ont choisi. Donc tous les poèmes que vous allez entendre sont des poèmes de 2017. Les jurés, en revanche, sont des jurés des années précédentes, voilà, de ces dernières années. Louise Alsenbaum, donc collège Max Rouquette de Saint-André de Sangonis, dans le 34. Ça s'intitule Un cœur qui bat. Dans la maison, on entendrait presque le silence, sans le crépitement du feu et le clapotis de la pluie qui tombe sans relâche sur le sol sec, craquelé, privé d'eau depuis longtemps. Le vent souffle sous les tuiles du toit. Quand je sors, la porte claque derrière moi. Le goudron s'étale,
coulée de lave noire prise entre les rebords gris du trottoir. Je sens dans le jardin d'en face l'odeur de l'amandier qui a fleuri trop tôt cette année. Toute proche, la mer, de légers bruits d'eau, la dentelle d'écume qui se retire. La mer se laisse doucement finir. Elle renonce, s'abandonne et vient peu à peu mourir contre les rochers. Et puis, il y a aussi, plus loin, un cœur, ton cœur qui bat là-bas. Voilà, l'auteur de ce poème a 12 ans, enfin peut-être 13 maintenant, mais elle a donc été Grand Prix du jury 2017. Dernier petit mot avant de faire venir les jurés pour remercier l'Université Paris-Sorbonne qui est devenue, avec la fusion avec l'Université Pierre et Marie Curie, la faculté des lettres de Sorbonne Université. On fusionne les universités, mais on agrandit les noms. Donc c'est la faculté des lettres de Sorbonne Université. Je les en remercie beaucoup, ça fait des années que ça dure. Et je salue le service culturel et puis Olivier Jacquet qui fait la régie ici, mais qui travaille aussi au service culturel et qui est là depuis les tout débuts de ces soirées, il y a maintenant quasiment 20 ans. Donc merci beaucoup à Olivier qui est toujours présent avec son équipe, avec Caspar, avec Rita et puis avec tous ceux qui sont là et qui permettent que ces soirées aient lieu. Donc merci à Olivier Jacquet. Et donc, nous allons commencer cette séquence de poésie en liberté avec Moïse Abossan, qui a été membre du jury en 2016 et qui va vous lire le 2e prix des terminales des établissements de l'étranger, un poème de Yishen Yao de l'Université High School Urbana aux États-Unis qui s'intitule « La nuit ». Parfois, quand le monde est endormi, silencieux, quand les étoiles brillent, où le ciel ressemble à une peinture et le seul bruit est les grillons, je regarde à travers ma fenêtre brumeuse et admire, essayant de me souvenir du moment où mon esprit cesse de courir, je l'absorbe et je suis tranquille. Le 3e prix maintenant de l'enseignement supérieur de France, un poème d'Amandine Girard de Paris, de l'ENSAPLV, Douane, lu par Volodia Descalzi. Asunción, un terminal en périphérie de capitale. Le chaud fait comme une saleté, la pluie, une vapeur chaude. Le soir, nous prenons la route pour une ville septentrionale, vive à l'heure et à minuit. Une grande embardée nous jette dans un silence et nous jetons des cris. Dans le matin, la route est molle et s'arrondit en une poussière où l'on tangue lentement. Les étoiles y sont brillantes. Autour, c'est un noir odorant végétal de frontières. Ni la nuit ni la terre n'en donnent. Mais l'homme a donné des douanes et en fil pâle, en papier d'identité, tôt, on se sert. Maintenant, vous allez entendre le 3e prix des lycées français à l'étranger. Tout à l'heure, c'était les établissements de l'étranger. Maintenant, c'est dans la catégorie des lycées français de l'étranger. Elias Cliff, du lycée français de Shanghai, en Chine, Ville de verre, ville de sable, lu par Kenza Kabesh. Kenza Kabesh. Ville de verre, ville de sable. Âge de sagesse, âge de folie. Les deux s'accusent, les deux coupables. Fait plastique, mensonge fiable. Écran, yeux noirs, portant un nom gratuit. Ville de verre, ville de sable. Tue les tueurs, tués pantin diable. Esprit d'état plutôt qu'état d'esprit. Les deux s'accusent, les deux coupables. Gratte-ciel, signe civil, friable. Cri citoyen,
contre la cacophonie. Ville de verre, ville de sable, état de guerre qui promeut la paix, accès illégitime, but légitime. Les deux s'accusent, les deux coupables. Ville de verre, ville de sable. Guerre contre la terreur ou paix sur terre. Prête à mourir ou prête à tuer, père. Les deux s'accusent, les deux coupables. Alors Kenza était membre du jury en 2016 et Volodia, que vous avez entendu juste avant, était membre du jury en 2014. Maintenant, vous allez entendre un poème qui a eu le 2e prix de l'enseignement supérieur de l'étranger, de Laurent Malanda, de l'ENS, Université de Maroua au Cameroun, qui va être lu par Marie Sondard, qui était membre du jury en 2016, Noces du fleuve et de l'esthétique pour Marie-Alfred Goma. Noces du fleuve et de l'esthétique. J'appartiens à la suprématie d'un fleuve qui mûrit les étoiles et rend la lune plus exquise. Mon fleuve à l'âme bleue des belvédères, ses vagues sont des monographies qui chantent des poèmes inoxydables. Mon fleuve est une agape de tonnerre mâle et de serpents à glyphes. Mon fleuve est tantôt une femme turbide et laitière, mère de la mer d'un bassin sédentaire tressé d'alevin. Son eau déclame aux piroguiers la pétition du climat. Mon fleuve est un baiser écologique, son eau tressaille d'affection et me déclare sa filiation humaniste. Son eau questionne un troupeau d'hommes et d'arc-en-ciel qui enjambe mon innommable vérition éolienne. Son eau est soupirail irriguée en amont du ciel. Il fleurit dans mon sang l'étreinte d'un fleuve qui, depuis l'illuvium des pharaons, s'explose comme un feu d'artifice. Parfois mon fleuve habite un œil de volcan, parfois mon fleuve a la dévotion festivalière d'une noce sahélienne. Ce fleuve est ma coupe de paix pour trinquer avec l'espérance du Congo. Alors maintenant, vous allez entendre un poème qui a eu le 1er prix des terminales des lycées de France. Poème qui a eu le 1er prix des terminales de lycées de France, qui va être lu par Émile Héhou. Émile Héhou qui était membre du jury en 2015. Le poème s'appelle Pulp Fiction et l'auteur c'est Erwan Simoneau de Saint-Vincent à Senlis. Bonsoir. Donc, je vais vous lire Pulp Fiction. C'est l'histoire d'un zouave qui se fait chier un lundi soir. Il n'y a pas grand-chose à foutre à part aller boire. Alors direction la joie, dans les ruelles noires, là où la clientèle chasse sur les trottoirs. Dans cette marée baise, il y a des écumes de corsage, ceux avec lesquels on peut jouer maintenant qu'on a l'âge. Le zouave péchote ses sirènes, le regard plein de nuages. Piste de décollage pour un paradis illusoire. Fiction au bout d'une aiguille menant au couloir. Il boit et rêve, bouteille de vodka en main. Ça lui nuit le con, planqué avec les junkies de nuit, plein les bas-fonds. Entre potes, ils se shootent, faux anarchistes avec des airs de bouffons. Ils se défoncent sans bruit, dansant au bout d'un cordon. La fumée verte scotche le plafond, formant le corps d'une catin baisable, mais son cœur finit par lâcher et il part dans un breakdance inarrêtable. Violence, drogue et sexe, ça rime avec pulp. Et son cadavre chantonne les pulsions d'une société. De cette humanité, il en est le colophon. Erreur de création que nous bâillonnons. Mais au final, c'est Catabasse dans sa gueule de caméléon. Le prix des secondes
pour les CFA de France, les Centres français d'apprentissage. Le deuxième prix Anthony Capel du CFA UTEC du couvent des Cordelières à Provins dans le 77, lu par Cassandre Terrier, qui était membre du jury en 2014. Shingeki no Kyojin, tranche, encore et encore. Écoute le hurlement bestial, encore et encore. Ressens le sang gicler sur ton visage, qui se répand sur tout ton corps, encore et encore. Tranche, entaille, découpe, fais souffrir et tue. Tranche sa nuque, le corps s'écroule, le titan sans vie s'effondre. Tranche, tic-tac, le temps nous est compté, tic-tac, le temps semble s'arrêter, tic-tac, dans ta gorge où sont bloqués, tic-tac. Devant toi, tu vois un corps s'effondrer, tic-tac, la fin de l'humanité. Parce que notre haine nous envahit, notre corps tout entier frémit. Aujourd'hui, nous leur ferons payer. Maintenant, un poème issu de la sélection spéciale pour l'enseignement supérieur de France, un poème de Nicolas Robert de l'Université Paris-Sorbonne, donc à Paris, lu par Romuald Tonnet, membre du jury 2017, donc il fait partie du jury qui a choisi tous ces poèmes. Jules. Je me souviens du cahier vert de mon grand-père, épais et gondolé, riche de calculs et de paris fous de cette folie, qui taillait en grosses veines des sillons bleus électriques dans les blocs de cellulose. Comme jadis, on creusait les falaises et les canyons avec plus qu'une simple envie, mais bien le dessein naturel de percer vers ce qu'on pense être sa place, de la misère, de l'habitation, à la fortune hennissance. Il écrivait ainsi après-midi, et avant sa sieste, qui sans doute transposait en délicieux délire cette hasardeuse fureur qui brûlait derrière le sérieux de ses lunettes. Il n'écrivait au fond pas grand-chose, et souvent la même chose d'ailleurs. Les mêmes numéros interchangeables, avis contradictoires, et redondants à l'égard de ces bêtes au prénom d'American Dream. Il n'écrivait pas grand-chose dans son gros cahier vert à petits carreaux, mais l'important, c'est qu'il écrivait. Voilà, merci à eux tous de vous avoir donné un aperçu de Poésie en Liberté. Donc c'est un concours international de poésie, comme je vous le disais. C'est aussi une association présidée par Jean-Marc Muller, président fondateur qui est ici. Il y a aussi Yen Kwan, qui est la coordinatrice de Poésie en Liberté, le préfet Claude Morel, qui est en train d'arriver, et puis tous ceux qui permettent au quotidien que l'association puisse vivre. Ah non, là c'est ma place, là. Là c'est ma place, sur le côté là-bas, ça va être très bien. Donc qui permettent au quotidien que la Poésie en Liberté puisse vivre. Il y a des familles d'accueil qui logent les jeunes qui viennent sur Paris, il y a ceux qui permettent de faire des visites aux lauréats, et voilà. Merci à tous, et puis merci Monsieur le Préfet, désolé l'arrivée était un peu mouvementée, mais voilà, c'est bien. On est très heureux que vous soyez là. Et maintenant, on va entendre une jeune artiste qui vient vous présenter ses toutes nouvelles chansons qui seront sur son album dont elle a des exemplaires pour aujourd'hui, mais qui n'est pas encore officiellement sorti. Donc, profitez-en, vous aurez quelque chose qui n'existe pas encore. Va y avoir un petit changement de plateau, et juste après, vous entendrez Laura Flan. Construire un mur et un toit, construire un toit et un mur, un mur, un mur, un toit.
construire et déconstruire, pour faire un autre mur. Faire un bonhomme, un soleil, faire un soleil, un bonhomme, un soleil, faire et toujours refaire, et gribouiller sur le bonhomme. Grandir un jour sans vouloir, grandir sans savoir un jour grandir. Grandir mais sans oublier à quoi l'enfant aimait jouer. Grandir. Bâtir un monde et un train, rêver d'un train et d'un monde, un monde où vont les trains, foncer pour tout détruire et faire dérailler le monde. Grandir un jour sans vouloir, grandir sans savoir un jour grandir. Et vivre avec ces idées qui dormaient sur le papier. Grandir. Grandir un jour sans vouloir, grandir sans savoir un jour grandir. Ces idées qui dormaient sur le papier, grandir. Rire comme un fou pour un rien, rire pour un rien comme un fou pour rien, rire et après pleurer, tomber sur le chemin. Grandir un jour sans vouloir, grandir sans savoir un jour grandir. Grandir mais sans oublier à quoi l'enfant aimait jouer. Grandir. 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 Bonsoir à tous. Je t'écoute, dormir, rêver, prier, je t'écoute, parler, te plaindre et me plaire, je t'écoute. Quoi, de quoi j'ai l'air, je t'écoute, tu vois pas, je me terre, je t'écoute. Y a des jours comme ça, j'aime autant me taire, je t'écoute. Ils nous regardent encore nous de travers, je t'écoute. Je fais plus attention, j'en ai rien à faire, je t'écoute. Je me cache, je me terre. Ça va venir un jour, je trouverai les mots. Je te ferai rire pour un rien de 3 mots. Ça va sortir un jour du fond de mon cerveau. Aujourd'hui j'expire tout du bout de mon stylo. Je t'entends faire des histoires et dire des commentaires. Je t'entends raconter des blagues à toute la terre. Je t'entends, j'en rigole aussi même si je me tais. Je t'entends, je t'ai dans la peau et je me tais. Tu m'entends, même s'il n'y a pas le son, il y a les intentions. Tu m'entends, et je peux toujours mimer mes chansons. Tu m'entends, tu sais je me tais pour une raison. Tu m'entends, je ferai tout pour vaincre ma prison. Ça va venir un jour, je trouverai les mots. Je te ferai rire pour un rien de 3 mots. Ça va sortir un jour du fond de mon cerveau. Aujourd'hui j'expire tout du bout de mon stylo.
Juste en voyant mes yeux, tu me comprends, tu m'écoutes. Juste en fermant les yeux, moi je t'entends, tu m'écoutes. Parce qu'être silencieux, c'est plus parlant, tu m'écoutes. Du coup tu freines le flot de tes serments, je t'écoute. En attendant que mon corps se détende, je t'écoute. Ma voix finira bien par nous surprendre, je t'écoute. Ce qu'ils sans doute, tes mots, tes gestes tentent, je t'écoute. Et toi tu veux pas m'entendre. Avec la mer pour horizon, allongée tout contre la rive, j'ai compris qu'elle avait raison. Elle recrache ses démons pour empêcher qu'ils ne survivent. J'ai compris qu'elle avait raison. J'ai fait le tour de mes questions et mis mes doutes en dérive avec la mer. Avec la mer pour horizon. J'avais oublié les saisons avant que tout ceci n'arrive. J'ai compris qu'elle avait raison. J'ai lu sur le bleu des sillons ce qu'on ne lit pas dans les livres. J'ai compris qu'elle avait raison. J'étais comme sortie de prison et j'ai senti ma vie revivre avec la mer pour horizon. J'ai vu la liberté sans fond à chaque vent qui la ravive. J'ai compris qu'elle avait raison. J'étais comme sortie de prison et j'ai senti ma vie revivre avec la mer pour horizon. L'écume du soir la délivre et moi je continue à vivre avec la mer pour horizon. Merci beaucoup. Comme une autre ouverture sur soi, comme un souffle d'air pur en soi, une voix qui murmure, je crois, et soigne les blessures que
recréer la vie parfois, en ôtant vos chaussures 5 fois, en posant vos fronts sur la soie. Vous rêvez, j'en suis sûre, parfois, que vos prières conjurent les haines d'autrefois. Mais pourtant certains pensent à se méfier de vous dès que votre croyance est trahie par un fou. Quelle belle délivrance, cette fois, sorte de délivrance de soi, quand du fond du silence vos voix appellent à l'espérance en un plus grand que soi. Mais pourtant certains pensent à se méfier de vous dès que votre croyance est trahie par un fou. Ces prières que vous faites, oui toutes, 5 fois bien trop discrètes, sans doute, font que le temps s'arrête en route. Votre âme toujours prête dans un corps qui se voûte. C'est beau, c'est dans ce que vous faites, dévoué dans ce que vous êtes, dans chaque pas, ce qui se fait, c'est bien la vie, nos vies, des pieds jusqu'à la tête. Mais dans leur ignorance, certains mélangent tout. C'est rien quand on y pense, c'est rien que quelques fous. Merci beaucoup. On arrive à la dernière chanson de mon intervention. Alors, je voudrais en profiter pour remercier beaucoup Mathias Vincenot de m'avoir invité dans cette très belle soirée, dans ce magnifique amphithéâtre. Un grand merci à la technique qui permet de faire tout ça, parce que dans ce lieu, c'est effectivement quelque chose de très, très spécial. Et puis, merci à vous d'être ici pour cette belle soirée que nous passons ensemble. Donc cette dernière chanson, elle est pour vous, je vous l'offre. Tous ces mots qui me manquent, que je cache dans un sourire, ce que j'ai dans la tête, j'ai préféré vous l'écrire. C'est comme une autre vie qui commence, un autre pont que je lance entre cette vie et puis l'autre rire. C'est comme une petite fille qui danse, protégée par son enfance, et ce chemin qu'il faut qu'elle suive. Tous ces mots que je chante, j'aurais préféré vous dire.
un autre pont que je lance entre cette vie et puis l'autre rive. C'est comme si la portée était blanche pour effacer tout ce noir que j'avais assez de porter, que j'avais assez de porter. Tous ces mots qui reviennent, c'est de tout ça qu'ils s'inspirent. Ces mots qui me reviennent, je voudrais vous les offrir. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci. Merci. Merci, donc peut-être à tout à l'heure. Et puis je vous laisse avec Brigitte Fosset et la suite. Mathias va vous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Alors on va poursuivre cette soirée avec une presque création. C'est en tout cas les débuts de l'aventure. On est dans les débuts de l'aventure encore. Avec Victor Hugo, ça s'appelle « À la recherche de Victor Hugo ». C'est Étienne Champollion qui les accompagne. Stéphanie Tesson qui en a fait la mise en scène, en tout cas qui a apporté son regard. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller au théâtre de Poche, qu'elle dirige, n'hésitez pas, vous y serez très bien. Et je suis vraiment heureux que ça puisse se faire ici, que vous puissiez voir ce spectacle en création. Et donc je vais appeler sur scène Étienne Champollion, Pierre Fesquet et Brigitte Fosset. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fut ainsi qu'une chimère, abandonné de tous, excepté de sa mère,
et que son cou ployé comme un frêle roseau fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je vous dirai peut-être quelques jours, quel lait pur, que de soins, que de vœux, que d'amour, prodigués pour ma vie en naissant condamné, m'ont fait 2 fois l'enfant de ma mère obstinée. Ange qui sur 3 fils attachés à ses pas épandait son amour et ne mesurait pas. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie, table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé, j'ai plus d'un souvenir profondément gravé, et l'on peut distinguer bien des choses passées dans ces plis de mon front que creusent mes pensées. Si parfois de mon sein s'envolent mes pensées, mes chansons par le monde en lambeaux dispersés, s'il me plaît de cacher l'amour et la douleur dans le coin d'un roman ironique et railleur, si j'ébranle la scène avec ma fantaisie, si j'entrechoque aux yeux d'une foule choisie d'autres hommes comme eux, vivant tous à la fois de mon souffle et parlant au peuple avec ma voix, si ma tête fournaise où mon esprit s'allume jette le verre d'airain qui bouillonne et qui fume, dans le rythme profond, moule mystérieux, d'où sort la strophe, ouvrant ses ailes dans les cieux, c'est que l'amour, la tombe et la gloire et la vie, l'onde qui fuit par l'onde incessamment suivie, tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal, fait reluire et vibrer mon âme de cristal. Mon âme aux 1000 voix, que le Dieu que j'adore mit au centre de tout, comme un écho sonore. Au point du jour, souvent en sursaut je me lève, éveillée par l'aurore ou par la fin d'un rêve, ou par un doux oiseau qui chante, ou par le vent. Et vite je me mets au travail, même avant les pauvres ouvriers qui près de moi demeurent. La nuit s'en va. Parmi les étoiles qui meurent, souvent ma rêverie errante fait un choix. Je travaille debout, regardant à la fois éclore en moi l'idée et là-haut l'aube naître. Je pose l'écritoire au bord de la fenêtre, que voile et qu'assombrit comme un antre de loup, une ample vigne vierge accrochée à 100 clous. Et j'écris, au milieu des branches entr'ouvertes, essuyant par instant ma plume aux feuilles vertes. Un jour, je vis debout, au bord des flots mouvants, passer, gonflant ses voiles, un rapide navire enveloppé de vent, de vagues et d'étoiles. Et j'entendis, penché sur l'abîme des cieux, que l'autre abîme touche, me parler à l'oreille
une voix dont mes yeux ne voyaient pas la bouche. Poète, tu fais bien. Poète, au triste front, tu rêves près des ondes et tu tires des mers bien des choses qui sont sous les vagues profondes. La mer, c'est le Seigneur que misère ou bonheur, tout destin montre et nomme. Le vent, c'est le Seigneur. L'astre, c'est le Seigneur. Le navire, c'est l'homme. Crois-tu que l'eau du fleuve et les arbres des bois, s'ils n'avaient rien à dire, élèveraient la voix? Prends-tu le vent des mers pour un joueur de flûte? Crois-tu que l'océan qui se gonfle et qui lutte serait content d'ouvrir sa gueule jour et nuit pour souffler dans le vide une vapeur de bruit, et qu'il voudrait rugir sous l'ouragan qui vole, si son rugissement n'était une parole? Crois-tu que le tombeau, d'herbe et de nuit vêtu, ne soit rien qu'un silence? Et te figures-tu que la création profonde, qui compose sa rumeur des frissons du lys et de la rose, de la foudre, des flots, des souffles du ciel bleu, ne sait ce qu'elle dit quand elle parle à Dieu? Crois-tu qu'elle ne soit qu'une langue épaissie? Crois-tu que la nature énorme balbutie et que Dieu se serait, dans son immensité, donné pour tout plaisir pendant l'éternité d'entendre bégayer une sourde muette? Non, l'abîme est un prêtre et l'ombre est un poète. Non, tout est une voix et tout est un parfum. Tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un. Une pensée emplit le tumulte superbe. Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe. Tout, comme toi, gémit ou chante comme moi. Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien. C'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit. Tout est plein d'âme. Vieille chanson du jeune temps. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distraits, je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire « Après ?» La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols, j'allais, j'écoutais les merles. Et Rose, les rossignols. Moi, 16 ans et l'herbe rose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose. Et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bas tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc.
Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire. Et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Bon conseil aux amants. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée, et l'envie qu'il avait d'épouser cette femme s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à l'huissier comme prince Ogrouski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, don fait par Calculis à cette Calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire un mot? L'ogre se mit alors à croquer le marmot, c'est très simple. Pourtant, c'est aller un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants, on s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre naïf lui dit « Je l'ai mangé. » Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait, et que rien n'exauce et que tout châtie leurs mornes souhaits. Parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens, parce qu'elles sont prises dans leur œuvre, ô sort, fatal nœud, parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux, parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit, parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passant, faites grâce à la plante obscure, au pauvre animal. Plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh, plaignez le mal. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie, tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent « Amour !» Discours d'ouverture du Congrès de la paix, 21 août 1848.
Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour la mener, car nous vivons dans un temps rapide. Nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples. Et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour? Nous aimer, nous aimer, nous aimer. Nous aimer, dans cette œuvre immense de la pacification, c'est la meilleure manière d'aider Dieu. Car Dieu le veut, ce but sublime. Et voyez, pour y atteindre, ce qu'il fait de toutes parts. Voyez que de découvertes il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce but, la paix. Que de progrès, que de simplification. Comme la nature se laisse de plus en plus dompter par l'homme. Comme la matière devient de plus en plus l'esclave de l'intelligence et la servante de la civilisation. Comme les causes de guerre s'évanouissent avec les causes de souffrance. Comme les peuples lointains se touchent. Comme les distances se rapprochent. Et le rapprochement, c'est le commencement de la fraternité. Seigneur, l'homme est parti, l'argenterie est volée. Tout en poussant cette exclamation, ses yeux tombaient sur un angle du jardin où l'on voyait des traces d'escalade. Le chevron du mur avait été arraché. Tenez, c'est là qu'il s'en est allé. Il a sauté dans la ruelle Cochefilet. Ah, l'abomination, il nous a volé notre argenterie. L'évêque resta un moment silencieux, puis leva son œil sérieux et dit à Madame Magloire avec douceur: « Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ?» Madame Magloire resta interdite. « Madame Magloire,
Je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme? Un pauvre, évidemment, un misérable. Hélas, Jésus, c'est pas pour moi ni pour mademoiselle, mais c'est pour mon Seigneur. Dans quoi mon Seigneur va-t-il manger maintenant? Ah ça, est-ce qu'il n'y a pas des couverts d'étain? L'étain a une odeur. Alors, des couverts de fer? Le fer a un goût. Eh bien, des couverts de bois. Quelques instants après, l'évêque et sa sœur déjeunaient à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille. Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. « Entrez » dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur !» À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, ce n'est donc pas le curé ?» « Silence !» dit un gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque !» Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier, ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. Comme cela, nous pouvons le laisser aller? Sans doute, reprit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean, qui recula. Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse? Dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil. Oui, on te laisse, tu n'entends donc pas? Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. Et maintenant, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. Messieurs, vous pouvez vous retirer. Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. « Jean Valjean, mon frère, c'est votre âme que je vous achète. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. Je retire votre âme aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. »
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint, prosterné devant l'arche. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Quoi, ne point aimer, suivre une morne carrière, sans un songe en avant, sans un deuil en arrière. Quoi, marcher devant soi sans savoir où l'on va, rire de Jupiter sans croire à Jéhovah, regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme, toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme, pour de vains résultats faire de vains efforts, n'attendre rien d'en haut. Ciel, oubliez les morts. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. Dans la plaine naît un bruit, c'est la laine de la nuit. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot, d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence, sur un pied danse au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font! Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe, et l'ombre de la rampe qui le long du mur rampe monte jusqu'au plafond. C'est les seins des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les îles que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc.
Ils sont tout près. Tenons fermée cette salle où nous les narguons. Quel bruit dehors! Hideux armés de vampires et de dragons. La poutre du toit décellée ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'aquilon, sans doute, ô ciel, s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bataillon, la maison crie et chancelle penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'ils chassent une feuille séchée, le vent la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meure leur souffle d'étincelles, et qu'en vain l'ongle de leurs ailes grince et crie à ces vitraux noirs. Ils sont passés, leurs cohortes s'envolent et fuient, et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chaînes, et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu plié. De leurs ailes lointaines le battement décroît, si confus dans les plaines, si faible que l'on croit ouïr la sauterelle, crier d'une voix grêle, ou pétiller la grêle sur le plomb d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des Arabes quand sonne le cor. Un chant sur la grève par instant s'élève, et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or. Les djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres, pressent leurs pas. Leur essaim gronde, ainsi profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Ce bruit vague qui s'endort, c'est la vague sur le bord. C'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. On doute la nuit. J'écoute. Tout fuit. Tout passe. L'espace. Efface. Le bruit. Jeanne songeait sur l'herbe assise, grave et rose. Je m'approchais. Dis-moi si tu veux quelque chose, Jeanne, car j'obéis à ces charmants amours. Je les guette et je cherche à comprendre toujours tout ce qui peut passer par ces divines têtes. Jeanne m'a répondu. Je voudrais voir des bêtes. Alors, je lui montrai dans l'herbe une fourmi. Vois! Mais Jeanne ne fut contente qu'à demi. Non, les bêtes, c'est gros, me dit-elle. Leur rêve, c'est le grand. L'océan les attire à sa grève, les berçant de son chant rauque et les captivant par l'ombre et par la fuite effrayante du vent. Ils aiment l'épouvante, il leur faut le prodige. Je n'ai pas d'éléphant sous la main, répondis-je. Veux-tu quelque autre chose? Oh, Jeanne, on te le doit. Parle. Alors, Jeanne, au ciel, leva son petit doigt. Ça, dit-elle. C'était l'heure où le soir commence. Je vis à l'horizon surgir la lune immense.
Tu viens d'incendier la bibliothèque? Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï. Crime commis par toi contre toi-même. Infâme! Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Ta haine, il la guérit. Ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi? Je ne sais pas lire. Remercier Mathias Pincenot et tous les gens ici à la Sorbonne qui créent cette possibilité de rendre hommage aux auteurs que l'on aime. Et je voudrais vous remercier pour votre présence et votre accueil très chaleureux. Je voudrais remercier surtout Stéphanie Tesson qui nous a aidés, qui nous a guidés parce que...
voilà, de dire à Pierre aussi que je le remercie de m'avoir accompagné dans ma quête de Victor Hugo. Et je remercie les éditions du Cercle, et je remercie Étienne de nous avoir soutenus. Et voilà, ce livre, si vous voulez, c'est grâce à Pierre que je l'ai fait parce qu'il a proposé au Cercle que je donne un poète et qu'après on puisse en faire un spectacle. Et donc j'ai choisi Victor Hugo parce que je lui dois beaucoup, je lui dois ma carrière. C'est en récitant Victor Hugo à l'école que je me suis rendu compte de ce que ça pouvait être le verbe théâtral, la musique d'un verbe et aussi l'accord entre le son et le sens, entre l'ivresse des mots et l'ivresse de la profondeur d'un rythme intérieur plus fort encore que les pieds, c'est-à-dire que les pieds du verbe nous font décoller dans le ciel, et ça c'est quelque chose qui appartient beaucoup à Stéphanie, auquel elle tient énormément, et on avait vraiment besoin d'elle pour entrer dans cette houle, cette grande forêt, dans ce grand océan. Et merci Stéphanie, merci beaucoup, c'est vrai, c'est sincère. Et puis aussi, voilà, ce soir, il paraît que je peux signer des livres, alors je suis très honorée, parce que j'ai commencé un certificat de licence de philo ici à la Sorbonne. Je venais écouter Philodenko, Jean Kelevitch, Deleuze, Paul Ricoeur. Jamais, je m'avais signé un livre ici où j'ai appris ça. Et moi, c'est un jour complètement, comment dire, aussi beau que l'escalier qu'il y a au bout du couloir, qui monte dans le ciel. Un très bel escalier surréaliste qui m'a fait remarquer Stéphanie Tesson. Et donc, maintenant, c'est le point de départ d'un moment avec Hugo, d'un chemin avec Hugo, qui est l'aboutissement d'une étape et qui passe à une autre étape grâce à votre présence, grâce au fait que vous soyez là. Merci. Et pour vous dire que dans le livre de Brigitte, il est composé en deux parties. Il y a le témoignage de Brigitte et sa découverte, sa recherche sur Victor Hugo et de Victor Hugo. Et dans la deuxième partie, vous avez les textes que vous avez, une partie des textes que vous avez entendus ce soir. C'était le contraire. Nous avons dit une partie des textes qu'il y a dans le livre. Alors juste avant que vous retrouviez les artistes sur cette scène qui va se transformer en librairie disquaire pendant quelques instants, et surtout comme lieu de rencontre pour que vous puissiez échanger avec les uns ou les autres, Brigitte Fossé nous a remerciés. Non, c'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions tous d'être venus ce soir, et je suis particulièrement heureux que vous soyez venus, vous, avec Étienne, avec Pierre, et puis avec tous les artistes que vous avez entendus, les jeunes de Poésie en Liberté au début de cette soirée. Laura Flan, vous avez découvert les chansons. Alors n'hésitez pas à prolonger ce moment. On va aller chercher la table qui est juste derrière. Le siège du piano va se transformer en siège de dédicace. Et puis surtout, c'est l'occasion, comme je dis, d'abord et avant tout, de se rencontrer et d'échanger un petit peu avant de repartir. Voilà, très bonne soirée à tous et à très bientôt.